C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la victoire du parti au pouvoir aux élections législatives en Côte d'Ivoire. Le RHDP d'Alassane Ouattara rafle 137 sièges sur 254 à l'Assemblée nationale. Les partis d'opposition se partagent les 91 sièges restants. Nous serons à Abidjan dans ce journal. Au Sénégal, le mouvement de contestation suspend les manifestations mais reste alerte au lendemain de l'allocution du président Macky Sall et de celle de son adversaire Ousmane Sonko. L'opposant a d'ailleurs appelé les Sénégalais à manifester samedi. Nos correspondants sont allés à la rencontre de cette jeunesse en tête de cortège des manifestations. Reportage à suivre. Et puis dans cette édition, nous écouterons le témoignage de Yaya Dillo. L'opposant tchadien est en fuite. Il se cache après un assaut sur son domicile mené par la police et l'armée le 27 février dernier. Cette opération pour l'arrêter a coûté la vie à son fils et à sa mère. Le RHDP d'Alassane Ouattara a remporté la majorité aux élections législatives avec 137 sièges sur 254 à l'Assemblée nationale. Les partis d'opposition se partagent 91 sièges. La coalition entre le PDCI et les partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo obtient 50 sièges au total. La correspondance à Abidjan de Thaïs Brook. Il n'y a pas eu de raz-de-marée RHDP, mais le parti au pouvoir remporte cette élection législative avec près de 54% des sièges disponibles. Une quinzaine d'autres députés qui ont été élus en tant qu'indépendants devraient rejoindre la majorité, permettant ainsi au parti au pouvoir, au RHDP, d'atteindre quasiment son objectif qu'il s'était fixé à 60%. Une satisfaction du côté de la direction du RHDP. Ceci vient conforter la victoire du président à l'élection présidentielle du 31 octobre, montrant ainsi que les Ivoiriens ont fait le choix et ont adhéré à son projet de société, la Côte d'Ivoire solidaire. Donc pour nous, c'est un pas, un bon qualitatif. La Côte d'Ivoire vient de prendre un tournant démocratique très important. La principale coalition d'opposition, composée du PDCI, de l'ex-président Henri Konan Bédié et de la plateforme EDS, de l'ex-président Laurent Gbagbo, se disent plutôt satisfaits des résultats. Ils emportent environ un tiers des sièges disponibles. Ils remportent notamment certaines circonscriptions symboliques, telles que Yopougon, la plus peuplée du pays. Mais ils comptent contester les résultats dans plusieurs autres circonscriptions, notamment à Bouaflé et à Yamoussoukro, la capitale politique. Il y a beaucoup de motifs de satisfaction en dépit des irrégularités que nous condamnons et que nous n'allons pas laisser passer en perte de profit parce que nous avons introduit vraiment des recours sur les voies juridiques. Aucun incident majeur n'a été à déplorer lors de ces élections législatives, ni avant ni après le scrutin. Tous les partis s'en sont félicités et ont appelé leurs militants au calme et à la retenue. On part à présent au Sénégal. Au lendemain de la libération de l'opposant Ousmane Sonko et de son placement sous contrôle judiciaire, le mouvement de contestation a suspendu son appel à manifester massivement. Après des jours de troubles, le président Macky Sall a été contraint de prendre la parole et d'appeler au calme. Son adversaire, quant à lui, profite du nouveau rapport de force et appelle à une manifestation pacifique ce samedi. Un appel qui ne s'adresse pas qu'à ses partisans, mais à une jeunesse désœuvrée et en colère. Quelles en sont les raisons? Reportage de nos correspondants à Dakar, Elie Mendao et Sarah Sakou. Modou Niang passe la matinée dans ce minibus abandonné. Apprenti dans les transports en commun, il tue le temps avec un groupe d'amis qui, comme lui, n'ont pas trouvé d'employeur. Modou n'a pas manifesté, mais il partage les revendications de ceux qui ont battu le pavé. Je suis en colère parce qu'on souffre. Une journée de travail me permet de subvenir à mes besoins pour 2 jours à peine. C'est un éternel recommencement. En plus, je dois payer mon loyer, l'eau et l'électricité. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants étaient largement mobilisés, comme Diamé Faye, étudiant en droit et soucieux de son avenir. Je suis là, je n'ai jamais trouvé, même en stage non rémunéré, quelqu'un qui a fait son cursus jusqu'en thèse. La jeunesse est laissée à elle-même, donc sans boulot, sans travail. Et les politiques de formation ne riment pas avec le marché du travail. Et ça, on l'a toujours fustigé. Précarité, manque d'emploi, injustice sociale, le malaise de la jeunesse s'est massivement exprimé au cours des manifestations qui ont secoué le pays ces derniers jours. Dans la rue, mais pas seulement.
Sur les réseaux sociaux, le hashtag FreeSénégal, lancé jeudi, a été utilisé plus de 2 millions de fois. Le but était à la fois de pouvoir permettre à la toile sénégalaise de se rallier autour d'un message commun, mais également de pouvoir permettre d'envoyer un message au monde entier. Là, il y a un mécontentement, il y a une révolte qui s'est exprimée de diverses manières et qui va continuer de toute façon de s'exprimer de diverses manières. En réponse à ces revendications, le président Macky Sall a promis de dégager des fonds supplémentaires pour la formation et l'emploi des jeunes. Le Sénégal n'avait pas connu une telle contestation depuis plus d'une décennie. On en vient à présent à cette affaire au Tchad. Ça s'est passé le 27 février dernier. La police, épaulée par des militaires lourdement armés et des blindés, a tenté d'arrêter à son domicile de N'Djamena l'opposant Yaya Dillo, candidat à la présidentielle du 11 avril prochain, dont la candidature, précisons-le, a été invalidée par la Cour suprême. Aujourd'hui, l'opposant est en fuite, il vit caché. Yaya Dillo, merci d'être avec nous en direct sur France 24. J'aimerais tout d'abord revenir sur ce jour du 27 février. Que s'est-il passé ? Merci madame de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer par rapport à cet événement douloureux pour ma famille et pour toute la nation tchadienne. D'abord, le 27, comme vous l'avez mentionné, le régime a envoyé de policiers à 3 heures du matin pour faire des tirs d'exclamation devant ma porte. Et ensuite, à 5 heures, ils ont brusqué ma porte. Je leur ai demandé quelle est la raison. Ils ont brandi une copie non certifiée d'un mandat d'amener relative à une plainte déposée par la première dame, l'épouse du président Déby. Et je leur ai dit, une copie non certifiée déposée à 5 heures du matin dans un samedi, dans une journée de samedi, n'est pas juridique, n'a aucune valeur juridique et il faut aller vers le procureur de la République pour revenir avec un document qui a une valeur juridique. C'est comme ça que les policiers ont compris, ils sont répartis. Et la nuit du 28 à 5 heures du matin, cette fois-ci, c'est l'élite, les bataillons élites de la garde prétorienne du despote qui a débarqué à 5 heures du matin. Comme les gens ont appris la menace avec des tirs de sommation la nuit du 27, le 28 déjà, de très nombreux parents qui sont venus remplir ma concession. Et c'est comme ça qu'à 5 heures du matin du 28, la force prétorienne est entrée. Ils ont commencé à tirer sur l'ensemble des gens qui dormaient dans la cour, y compris, et ils ont abattu sur les champs ma mère et mon fils et blessé 5 membres de ma famille. Et comme vous avez constaté à travers les réseaux sociaux, les gens ont commencé à braver de chars de combat, etc. parce que l'intention de Déby, c'est d'écraser ma maison avec le char. Alors, vous avez perdu, vous l'avez dit, 2 membres de votre famille et 5 ont été blessés, mais les forces de l'ordre affirment que c'était de la légitime défense. On parle d'ailleurs de mort aussi de leur côté. Qu'avez-vous à répondre à cela ? Aucune mort de leur côté, aucun blessé de leur côté, puisque c'était des civils. Comment une vieille maman de 80 ans peut avoir une arme et tirer et que le gouvernement qui mobilise des milliers de soldats avec de tanks de guerre, des tanks blindés de guerre, c'est justifié en disant légitime défense. C'est ridicule. Ce gouvernement est habitué à des mensonges enfantins. Moi, je pense que c'est des mensonges purement enfantins et irresponsables d'un gouvernement qui a mobilisé toutes ses forces, y compris de blindés, pour des gens qui se situent dans une concession de 300 mètres carrés. Alors, les forces de l'ordre continuent de vous rechercher activement. Êtes-vous inquiet pour votre sécurité ? Oui, inquiet, oui, puisque la menace est là, permanente, parce que pour le président Déby, c'est de m'assassiner. Il a instruit à sa garde prétorienne, surtout à ce neveu et son fils, de m'amener devant lui vif ou mort. Ce sont ces termes. Je crois que cette exigence de la part du président existe toujours et est d'actualité. Je crois que c'est l'intention du gouvernement et je prends des précautions pour préserver ma vie, certes, mais ce n'est pas ça qui est important. C'est la lutte qui est importante, puisque aujourd'hui nous vivons devant le monde et ma grande indignation, c'est la réaction timide de la communauté internationale sur les crimes d'État, du terrorisme d'État que Déby est en train de faire subir à sa population et à des opposants. L'oppression qui est en cours, c'est intenable, c'est
ça dépasse l'entendement humain. Et je crois que la communauté internationale doit réagir et nous devons continuer la lutte de la manière la plus ferme possible. Alors justement, vous étiez candidat à la présidentielle du 11 avril prochain. Comment voyez-vous ce scrutin ? Je crois que c'est un simulacre d'élection, puisque le président Dibé est habitué à tenir des élections massivement fraudées. Et ma candidature était une opportunité de stopper cela, puisqu'il est habitué à déformer de jeunes issus de la communauté pour faire la fraude, pour remplacer les PV, les procès-verbaux issus du bureau de vote, par des procès-verbaux travaillés clandestinement. Et c'est ça qui a constitué une menace réelle sur sa machine de la fraude. Et il sait que, pertinemment, ma candidature va certainement renverser son mode opérationnel de la fraude. Voilà, je crois que cette année, l'élection n'aura pas lieu, puisque nous allons tout faire pour qu'aucune élection dans de telles conditions ne puisse avoir lieu. Merci beaucoup Yaya Dillo, candidat à la présidentielle du 11 avril prochain, dont la candidature, je le rappelle, a été invalidée par la Cour suprême. Vous êtes opposant, merci beaucoup pour votre témoignage sur France 24. Nouveau pas vers une réconciliation franco-algérienne. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a décidé de faciliter l'accès aux archives classifiées datant de plus de 50 ans sur l'histoire encore sensible de la guerre d'Algérie. Cécile Galouchiou. C'était le 20 janvier dernier. À la demande du président français, l'historien Benjamin Stora remettait son rapport sur la réconciliation mémorielle franco-algérienne. Dans ce document, des recommandations, notamment l'accès aux archives classifiées depuis plus de 50 ans. Un mois et demi plus tard, c'est chose faite. Le chef de l'État a pris la décision de permettre au service d'archives de procéder aux déclassifications des documents couverts par le secret de la défense nationale, selon le procédé dit de démarquage au carton. En clair, dès ce mercredi, les documents ne seront plus déclassifiés manuellement, feuille par feuille, mais pourront l'être par dossier. La procédure est donc considérablement allégée et couvre toute la période de la guerre d'Algérie, jusqu'au départ du dernier soldat français en 1970. Emmanuel Macron poursuit sa politique des petits pas dans ce dossier. Le premier, c'était bien avant son accès à l'Élysée. Nous sommes en février 2017. Il est en visite à Alger, en pleine campagne pour la présidentielle. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face. Pas d'excuse du chef de l'État, mais à la place des gestes symboliques attendus depuis longtemps. Septembre 2018, Emmanuel Macron se rend au domicile de la veuve de Maurice Audin. Il reconnaît alors que la mort du jeune mathématicien a été rendue possible par un système légalement institué par la France, système qui a favorisé les disparitions et permis la torture à des fins politiques. Il y a une semaine, deuxième reconnaissance, celle de la torture et assassinat par l'armée française de l'avocat nationaliste Ali Boumendjel en 1957. Reste un gros bémol, les informations et secrets touchant au nucléaire sont toujours non communicables, faisant l'objet d'une législation à part. Or, la France a mené plusieurs essais nucléaires dans les années 60, dans le Sahara algérien. Et il n'y a pas que le passé qui tourmente les Algériens, il y a aussi le présent et le futur. Les étudiants ont ce mardi repris le chemin de la contestation. Le mardi était le jour qu'ils avaient choisi pour manifester pendant un an en 2019 lors du déclenchement du Hirak. Ils étaient restés très mobilisés jusqu'à la suspension du mouvement en raison de la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, ils semblent bien déterminés à reprendre ce mouvement. Ils étaient plusieurs centaines à manifester contre le pouvoir ce mardi à Alger. En bref, le président sortant du Niger, Mahamadou Issoufou, qui laissera début avril sa place à Mohamed Bazoum après la première transition démocratique entre deux présidents élus du pays, s'est vu décerner lundi le prix Mo Ibrahim 2020 qui récompense une gouvernance exceptionnelle en Afrique. Mahamadou Issoufou, 68 ans, a été président du Niger pendant 10 ans, renonçant à un troisième mandat conformément à la Constitution. Écoutez-le. Je suis honoré. Et à travers moi, c'est l'ensemble du peuple nigérien qui est honoré par ce prix. Ce prix qui reconnaît et qui récompense 10 ans de transformation, d'œuvres de transformation du Niger dans tous les domaines. Sur le plan politique,
Nous avons pu progresser dans la mise en place des institutions démocratiques stables. Le Niger est transformé de fond en comble. Et c'est, je crois, cette transformation qui est reconnue par le prix Ibrahim. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.